Hello, hello les filles, c'est Danielle Tissambou, coach en investissement immobilier rentable et activatrice de liberté financière au féminin. Aujourd'hui, je reçois Joanne Tatam, coach, mentor et auteur. Bonjour Joanne. Bonjour. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Peux-tu me parler un peu de ton activité, de toi? Oui, alors avec plaisir. Alors, d'abord, merci de me recevoir. Je suis enchantée de faire ta connaissance. Alors moi, donc, comme tu as dit, je suis coach, mentor et auteur. Je suis l'auteur du livre J'arrête le superflu qui est paru aux éditions Erol. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne des femmes ambitieuses et spirituelles et je les aide en fait à se concentrer sur l'essentiel, sur leur essence, pour leur permettre d'oser enfin prendre la place qu'elles désirent et qu'elles méritent, en confiance bien entendu, et en étant pleinement elles-mêmes, en étant authentiques. Waouh! Dis-moi un peu comment ça se passe, comment tu permets aux femmes d'être elles-mêmes dans leur business et surtout avec leurs clientes. Comment toi tu te démènes pour que ça fonctionne pour toi? Alors, en fait, le truc, c'est que déjà, j'ai arrêté de me démener, justement. Je ne me démène pas pour que ça fonctionne pour moi. C'est ce que j'ai fait au tout début, de me démener pour essayer de faire en sorte que mon business fonctionne. D'accord. Et le problème, le problème est dans le terme même, tu vois, mais ça décrit bien ce qu'on a tendance à faire parfois quand on commence Oui. et qu'on n'est pas forcément aiguillé correctement, pas forcément accompagné correctement, parce que j'ai été accompagnée très rapidement au début de mon activité, mais pas forcément de la façon dont j'en avais le plus besoin. D'accord. Et ce qui s'est passé justement, c'est que je m'agitais dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Je voulais que ça fonctionne. Évidemment, hein, on débute et tout. On se dit. Alors moi, j'avais fait une rupture conventionnelle, donc voilà, je touchais le chômage, mais on sait que ça ne va pas durer. Ouais, Donc, c'est ça. On se dit, on a 2 ans pour que tout marche vite, bien. voilà, vite, on y va. Et donc voilà. Je me suis beaucoup agitée dans tous les sens. J'ai voulu faire plein de choses. J'ai écouté tout ce qu'on m'a dit de faire. Il y avait des choses qui n'étaient pas alignées, mais bon, on me disait qu'il fallait le faire et que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, j'essayais quand même. Je me démenais, quoi. Je Ouais, m'agitais c'est dans tous ça. les sens. Et j'ai dépensé énormément d'énergie à finalement essayer de faire les choses en rentrant dans un moule, en essayant de faire comme tout le monde, entre guillemets, dit qu'il faut faire. Oui. Et c'est pas tellement comme ça que ça fonctionne. Je me suis rendu compte, après avoir fait un burn-out et après être remontée en selle, je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu de chercher à me tourner trop vers l'extérieur, parce que je voulais des clients, donc je me tournais vers l'extérieur, je cherchais des solutions à l'extérieur, etc. À partir du moment où je me suis rendu compte qu'en fait, tout commence et tout se termine avec moi et que c'est de moi qu'il faut que je parte pour aller à la rencontre des clients. C'est pas une histoire d'aller essayer d'attraper des clients ou d'aller chercher des clients, mais c'est une histoire de partir de moi de la façon la plus vraie et authentique. Et c'est ça qui me permet de faire en sorte que ça fonctionne sans avoir justement à me démener. Parce que quand j'entends démener, j'entends c'est ça, les liens, les nœuds. Voilà, c'est des nœuds, c'est complexe, quoi. Et c'est vrai que moi, au démarrage, donc je pense déjà que, surtout quand on démarre en business, c'est important de faire très rapidement le tour de toutes les croyances limitantes qu'on a, de tous les processus d'auto-sabotage qu'on a. Et moi, j'en avais pas mal. J'avais des croyances limitantes. Et notamment, j'étais persuadée, puisque, bon là, ça se voit pas parce que j'ai des manches longues, mais j'ai un bras entièrement tatoué, j'ai d'autres tatouages ailleurs. Et j'étais convaincue en mon fort intérieur qu'en étant comme ça, que si les gens voyaient ça, en fait, ils n'allaient pas vouloir travailler avec moi. D'accord. Alors que j'avais pas honte de mes tatouages, évidemment, je les ai choisis, mais il y avait une voix dans ma tête qui me disait « mais on va pas me prendre au sérieux en tant que coach ». Et j'ai essayé de me travestir, j'ai essayé d'avoir l'air sérieux, j'ai essayé de rentrer dans le moule de ce que je pensais, de l'image que je me faisais de ce que devait être un coach, en fait. D'accord. Et à partir du moment où on fait ça, on essaye de se conformer
surtout quand on démarre son activité, Oui. on quitte le salariat, un endroit où justement on a moins. Évidemment, quand j'étais salariée, je mettais du bouchon, enfin, ça allait de soi. Oui. Mais là, je crée mon business, quoi. Donc, justement, c'était l'occasion L'occasion de te montrer, mais non. Et je me suis vite rendu compte, quand j'ai commencé à être vraiment moi-même, à arrêter de cacher ce qui faisait ma spécificité, aussi bien physiquement que dans ma façon de faire aussi, je me suis rendu compte que c'est être soi-même et être authentique, c'est vraiment le meilleur moyen à la fois de repousser les gens avec lesquels de toute façon on n'a pas du tout envie de C'est travailler. clair. Qui on est, ça leur convient pas, donc on n'a pas envie de clients comme ça. Je veux dire, voilà. Enfin, non, pourquoi? Et puis en même temps, ça nous permet d'attirer les personnes, mais vraiment beaucoup plus rapidement, les personnes avec lesquelles ça résonne, avec lesquelles ça fait écho, avec lesquelles il y a un bon feeling, quoi. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça change d'être vrai avec soi et avec ses clients? Qu'est-ce que ça change dans ton activité aujourd'hui? Ça change tout parce que j'ai moins d'efforts à faire pour trouver des clients, parce que c'est être soi-même, mais être vraiment à 100% soi-même, sans s'excuser d'exister, sans essayer de cacher des trucs. C'est ce qui permet à la fois de repousser très très vite et très très loin les gens dont on ne veut pas, c'est-à-dire les clients qui vont pas nous faire confiance, qui vont être critiques, qui vont surtout quand on accompagne les gens qui vont tout remettre en question, tout ce qu'on leur suggère, ou le processus par lequel on les fait passer, etc. C'est bien d'avoir un esprit critique, mais oui. Voilà, si on se lance dans un processus de coaching comme ça et que on n'y croit pas, qu'on traîne des quêtes, enfin, c'est juste pas possible. Ouais. Donc, on repousse toutes les personnes comme ça, et puis au contraire, on attire beaucoup plus rapidement et facilement des gens avec lesquels ça résonne, ça fait écho, des gens qui aiment qui on est et ce qu'on fait, et voilà, avec toute notre philosophie, toutes nos valeurs, etc. Et comme je le dis souvent, en fait, moi, je l'ai remarqué parce que je suis vraie avec moi depuis à peu près un certain temps. On attire aussi des gens, en fait, qui sont un peu comme nous, en fait. Oui, c'est beaucoup. Vraiment, c'est énorme, quoi. C'est clair. Et parfois, on se dit, alors surtout quand on travaille sur Internet, c'est encore plus, ça se voit encore plus, parce que parfois on se dit, mais je sais qu'il y a des gens qui se disent, mais moi je connais personne d'autre qui est vraiment comme moi, qui pense comme moi, etc. Mais à partir du moment où, en plus de ça, on a un business sur Internet, vu qu'il n'y a plus de frontières, oui. C'est là justement qu'on se rend compte que non, on n'est pas seul et qu'il y a des tas de gens qui sont comme nous, qui attendent une seule chose, c'est justement de travailler avec des gens qui leur ressemblent, des gens qui partagent les mêmes valeurs, la même philosophie, les mêmes envies, etc. Merci, Joanne. Dis-moi, alors, ma prochaine question, en fait, c'est comment on fait pour s'épanouir dans son business? Parce que moi, je prône l'épanouissement de la femme dans son business, dans son couple, dans sa famille, bref, dans toutes comment dire, les étapes, non, les aspects de sa vie. Alors, comment on fait pour être épanoui dans son business sans être surmené? Justement, c'est… Parce que quelque part, excuse-moi de te couper, parce que quelque part, en fait, on y pense un peu tout le temps, quoi. Oui, carrément. Et justement, j'ai pas honte de dire que je pense tout le temps à mon business. Alors bon, après, moi, c'est aussi un cas particulier, puisque quand on est dans le domaine du développement personnel, enfin, tout ce que je vis, forcément, toutes les interactions que j'ai, toutes les expériences que je vis, c'est des leçons que je tire pour moi, pour ma vie, et donc aussi pour mes clientes. Je fais des sujets d'articles, de vidéos, etc. Donc, ça ne s'arrête jamais. Et il m'arrive de travailler le week-end, surtout quand je suis en période de lancement, par exemple, où je vais pas bosser comme une tarée, juste parce qu'il faut que je fasse, parce qu'il y a un minimum à faire, parce que je fais d'autres choix en semaine et que je préfère en semaine ne pas finir mes journées de travail trop tard, parce que de toute façon je fatigue et je fais n'importe quoi. Et donc à la limite, je préfère travailler un petit peu le samedi et limite 1 heure le dimanche. Et voilà. En fait, le truc, c'est toujours pareil, c'est une question d'alignement.
je crois fermement que c'est important de sortir un petit peu régulièrement de sa zone de confort et d'essayer de faire des choses un peu différentes et de se pousser un petit peu au derrière. Oui. Parce que parfois, on s'auto-sabote et on se dit « Oui, mais non, c'est bien comme ça et tout. » Parce qu'on a peur, en fait. Donc, Oui. c'est bien de toujours pousser juste un poil. Mais, en fait, des fois, on n'a pas… Moi, je suis une grande amatrice de simplicité. D'accord. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin, bien souvent, de faire des trucs méga complexes pour bien gagner. Et souvent, j'ai l'impression que ce sont justement les trucs les plus simples. Tu sais, quand on a finalement un nombre restreint d'offres ou de programmes ou de formations en même temps, parce que de toute façon, quand on a trop de trucs à offrir aux gens, ils sont perdus à un moment donné. Bah, c'est clair. Ils ne savent plus quoi choisir. Je veux dire, si tu te retrouves dans un supermarché et que tu cherches de la confiture de fraises et que tu es devant un rayon entier, plusieurs mètres juste de confiture de fraises de 18 marques différentes, tu sais plus quoi. Enfin, tu vois, tu sais plus quoi choisir. Tu sais plus quoi choisir. Oui, les clients, ils sont pareils. Si on leur propose trop de trucs, ils savent plus quoi choisir. Et c'est parfois confusant. Et plus c'est simple, et moins il y a de choses, et plus le choix se fait facilement. Et je pense que dans le quotidien aussi en tant qu'entrepreneur, du coup, c'est un petit peu la même chose. Moi, je fonctionne globalement aux 3 tâches les plus importantes du jour. Je sais que je veux accomplir 3 choses méga importantes dans mes journées. Le 3 plans d'action à faire dans la journée. Voilà, c'est 3 trucs et tout le reste, c'est du bonus. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas nécessairement des petits trucs, ça peut être des gros trucs. Oui. Tout dépend du temps que ça prend, etc. Mais voilà, j'ai ces trucs principaux, ces choses vraiment importantes que je veux faire aujourd'hui. Je fais ce qu'il faut et le reste, c'est du bonus. Et le reste, voilà, ce sera dilué sur la semaine s'il le faut. C'est important de savoir comment on fonctionne aussi, quel est notre rythme. Oui. Je sais que j'ai cette tendance à… je continue de faire ça, mais du coup, maintenant, je sais que du coup, c'est pas grave si je fais pas tout ce que je veux faire en début de semaine, parce que j'ai tendance à me charger beaucoup en début de semaine. Je sais pas pourquoi. Je commence le lundi, je me dis, je veux ça, et je veux que ce soit machin. Et en fait, je me rends compte que du coup, jeudi et vendredi, j'ai des journées beaucoup plus calmes, on va dire, parce que j'ai fait beaucoup de choses et il y a j'ai souvent des deadlines en fait avant le jeudi. Donc voilà, donc je sais aussi que j'ai de l'espace à d'autres moments et c'est pas parce que j'ai de l'espace qu'il faut absolument le remplir. C'est au contraire l'opportunité de faire d'autres types d'activités ou peut-être de travailler pas à mon bureau, mais d'aller dehors ou voilà, dans mon canapé. Enfin, c'est des fois juste passer de son bureau à son canapé pour faire un autre type de tâches, d'autres choses peut-être plus créatives qui vont permettre de générer de nouvelles idées pour son business. C'est super important. Mais je crois que au-delà de tout, le truc crucial pour pas être surmené, c'est de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, de savoir quelle est notre vision à long terme. Et une fois qu'on a notre vision à long terme, on sait tout ce qu'on a à faire finalement. On peut savoir plus facilement tout ce qu'on a à faire pour aller dans cette direction. Et on n'a plus qu'à avancer simplement. Et généralement, oui, il y a plusieurs chemins, mais on n'est pas obligé de faire 12 000 choses en même temps. Clair. On n'est pas obligé de faire 12 000 choses en même temps pour aller dans une seule direction. Je veux dire, c'est pas la peine. Il y a des actions, vraiment quand on sait où on va, on se rend vite compte qu'il y a des actions clés, il y a des étapes clés par lesquelles on doit passer. Et voilà, on choisit un chemin et on avance. Et puis, si ça ne fonctionne pas, on changera de chemin. Mais voilà, je pense que parfois, ce qui manque un petit peu, c'est ce manque de vision, en fait. Qu'est-ce que je veux? Comment je veux que ça évolue dans mon business? Même si c'est dans 10 ans ou dans 5 ans, ça me donne quand même un bon indicateur du type d'action que je devrais faire, de choses que je devrais mettre en place dans mon activité, dans ma façon de faire les choses, etc. Et je pense que voilà, moi, si j'étais tellement dispersée au début et que je m'agitais dans tous les sens, il y avait beaucoup de peur, évidemment, beaucoup de doutes, mais il y avait aussi, je pense, un manque de vision qui était… qui est assez flagrant maintenant quand j'y pense avec du recul. Je fonctionnais encore beaucoup au jour le jour, en fait. D'accord. Alors, dis-moi, en parlant de vision, est-ce qu'on n'a pas aussi souvent peur, en fait, c'est souvent par rapport aux autres, en fait. Si on commence avec un autre entrepreneur, on a l'impression qu'il avance plus vite que nous. Et donc, du coup, on se met à paniquer. Oui, on a commencé au même moment. Il est plus loin que moi. Et du coup, en fait,
comme tu disais tout à l'heure, on s'entremêle dans des nœuds parce qu'on se dit si ça marche pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc du coup, on a envie d'aller un peu plus vite. Et comment est-ce qu'on peut gérer en fait le fait de voir l'autre progresser et pas soi? Alors, plusieurs choses. Déjà, le premier truc, c'est se comparer aux autres. C'est la plus grosse, je vais dire un gros mot, je peux? Oui, vas-y. C'est la plus grosse connerie. C'est un petit gros mot. C'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire parce qu'on se fait du mal pour rien. Et je l'ai fait à un moment donné. Et tu sais quoi? Les gens comme ça, auprès desquels je me comparais, ben, j'ai arrêté de les suivre complètement. Mais vraiment, j'ai arrêté de les suivre parce que ça me faisait mal en fait de voir que l'autre... Mais la vérité, c'est que, et ça je le savais, mais ça ne suffisait pas. Donc, à un moment donné, donc mon conseil, c'est d'arrêter de suivre les gens qui, quand vous les voyez tout de suite, ça réveille des trucs négatifs en vous. Ah ouais, concentrez-vous. De toute façon, clairement, ça sert à rien de regarder ce que font les autres. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, vous. Ouais, c'est clair. Parce que pendant que vous regardez les autres, vous faites quoi? Vous vous démotivez ou ça sert à quoi? Vous perdez du temps, en fait. Vous perdez un temps précieux à regarder ce que font les autres. Ouais. En plus, vous vous retrouvez à vous dire, à essayer de calquer un modèle qui correspond à une personne, mais pas forcément à vous. Oui. Passer plus de temps à essayer de découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour vous plutôt, c'est vachement plus enrichissant. Mais il y a un truc qui est super important à se rappeler, c'est que on ne sait jamais vraiment d'où partent les gens. Oui, c'est vrai. Enfin, oui, alors vous avez l'air d'avoir commencé en même temps, mais vous n'avez peut-être pas les mêmes bagages, les mêmes croyances limites. Vous n'avez peut-être pas été élevé de la même façon. Peut-être qu'il y en a un qui a été élevé dans une famille voilà, où l'entrepreneuriat s'était encouragé, où on lui disait tout le temps que c'était le meilleur et qu'il pouvait tout réussir, qu'il n'a pas peur de parler en public, ou qu'il sait parfaitement bien écrire, ou je sais pas, qu'elle n'a pas de problème avec l'argent, parce que les croyances limitantes et les peurs par rapport à l'argent, le fait de gagner de l'argent à la sueur de son front, entre guillemets, c'est clair. En étant salarié. Moi, c'est un truc qui m'a sauté au visage. Je m'en doutais un petit peu parce que quand j'étais salariée, je n'osais pas trop demander d'augmentation. Mais en même temps, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Mais quand j'ai commencé mon activité, même après, quand j'ai balayé le syndrome de l'imposteur, je me suis quand même retrouvée en difficulté au fait, l'idée de demander de l'argent pour le travail que je faisais. Parce que, en plus, quand on est dans le développement personnel, il y a, je sais pas, une espèce de truc qui plane. On trouve que c'est abstrait, peut-être. Non, ce que j'allais dire, c'est le truc de aider les gens et demander de l'argent en retour. Ah ouais. C'est compliqué des fois. Ah ouais. De se dire, mais oui, mais moi, ce que je veux, c'est aider les gens. Tu sais, ce côté un petit peu bisounours. Dans le fond, moi, ce que je veux, c'est aider les gens. Mais oh là là, mais quand même. Comment leur demander de l'argent alors qu'on veut les aider? Pour aider les gens. Enfin, voilà, il y a des gens qui sont en difficulté. Ils ont besoin de mon aide. Alors, comment je fais pour leur demander des sous? Voilà, c'est compliqué. Et puis bon, après, oui, il y a tout le truc de est-ce que je vaux cet argent? Est-ce que ce que je fais, machin? Bon, bref. Ce qui fait que on peut s'auto-saboter. On peut, enfin, vraiment, c'est parfois juste une question de ça. On peut s'auto-saboter. Parfois aussi, on a besoin. Moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de plaisir à raconter à qui veut l'entendre que mon chemin n'a pas du tout été direct. J'ai fait un burn-out au bout d'un an d'activité. Je gagnais quasi zéro au bout d'une année d'activité. C'est aussi pour ça que j'ai fait un burn-out, parce que je bossais comme une tarée. Et il n'y avait rien qui rentrait. C'était une horreur. Et donc, j'en faisais encore plus en me disant que ça allait résoudre mes problèmes, mais ce n'était pas vrai. Donc, j'ai mis à peu près un an à me dire, bon, j'ai écrit mon livre aussi entre-temps, mais voilà, un an avant de remonter en selle, et puis progressivement, retrouver ma voie vers moi, en fait, retrouver le chemin vers moi pour pouvoir mieux partir vers l'extérieur et essayer beaucoup de choses différentes, lancer différents programmes, voir ce qui fonctionnait pour moi et pas seulement pour mes clients. Trouver le point d'intersection entre ce qui fonctionne pour moi, ce qui me plaît, ce dans quoi je prends vraiment du plaisir et ce qui fonctionne pour mes clientes et ce dans quoi elles ont des résultats. Ça a été un chemin qui n'a pas été simple. Mais waouh, qu'est-ce que j'ai appris sur le chemin? Du coup, qu'est-ce que j'ai appris sur le chemin? Je veux dire, franchement, ça n'a pas été marrant tous les jours. Il y a des moments, surtout au début, c'était vraiment hardcore. Mais, hardcore. J'ai connu pire dans ma vie personnelle, mais c'était dur, en tout cas, dans ma vie professionnelle. J'avais jamais connu quelque chose d'aussi difficile. Mais c'était mon chemin et c'est un chemin qui m'a permis d'apprendre tellement de choses sur moi. Et personnellement, je préfère prendre du temps. En fait, moi, je construis quelque chose que je veux durable. D'accord. Je veux construire un empire. Je veux pas construire un château de cartes.
Donc oui, un château de cartes, c'est facile. Enfin, c'est facile. Je pense pas que je pourrais faire un château de cartes. C'est un mauvais exemple. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui. On peut fabriquer une cabane, enfin, on peut fabriquer un truc très rapidement, mais c'est pas dit que ça tienne sur la durée. Oui. Moi, ce que je veux, c'est, et j'ai bien conscience de ça, je joue sur du long terme. Donc, je construis quelque chose, je choisis chaque élément, tu vois, des murs, les fondations, je m'assure que c'est bien solide. Et je passe à l'étage suivant que quand je suis bien sûr que voilà, c'est solide. Je ne passe pas non plus à repasser indéfiniment, ce serait probablement de l'autosabotage, mais voilà, je vérifie que les fondations sont solides. Là, on est bien, ok, je passe à l'étage suivant. Et je remplis les pièces de tous ces petits éléments de décoration, des petits détails, tu sais, des finitions, des trucs vraiment à mon image. Et ça prend du temps aussi. Oui. Donc, tu regardes le voisin, la voisine qui a l'air d'avancer plus vite, mais on ne sait pas si la personne est... Il arrive assez fréquemment que ces personnes-là se retrouvent parfois en burn-out au bout d'un moment Ouais. parce que justement, elles ont un succès tellement fulgurant et tellement de clients et tellement de choses que parfois, juste, elles sont pas Elles sont prêtes. surmenées. Et elles sont surmenées et elles n'ont pas les systèmes en place pour. Quand tu prends ton temps, je dis pas que c'est mal de réussir Non, bien sûr. c'est génial, mais tout le monde peut pas l'encaisser non plus. Donc, Oui. quand on avance très progressivement et que voilà, que ça avance pas aussi vite que le voisin, que la voisine, ce qui est important, c'est de se dire, c'est l'occasion de savourer le chemin, c'est l'occasion de créer quelque chose de vraiment réfléchi. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, vraiment. Prenez plaisir sur le chemin, vraiment. Apprenez tout ce que vous avez à apprendre et voilà. Et dites-vous que vous construisez quelque chose qui potentiellement peut durer. Ouais, c'est ça. Alors, donc tout à l'heure, tu nous parlais de ton burn-out que tu avais fait. Je vais rentrer dans le sujet du coup. Quels sont les signes en fait d'un burn-out entrepreneur? Parce que bon, le burn-out salarié, on sait à peu près, bon, parce on le lit on le voit dans les journaux et tout. Mais qu'est-ce qu'un entrepreneur quels sont les signes qui prouvent à un entrepreneur qu'il est en train de faire un burn-out? Alors c'est pas évident parce que la vie d'entrepreneur elle est pas linéaire, hein. Il y a des hauts et des bas. Quand je suis en période de lancement, je vais être un peu plus fatiguée et un peu plus irritable si en plus je suis à deux doigts d'avoir mes règles. Alors c'est ça, vraiment, j'ai un syndrome prémenstruel qui peut vraiment tout balayer sur son passage. Donc c'est important aussi de noter et de savoir faire la différence justement entre qu'est-ce qui fait partie d'une normalité parce que la vie c'est des cycles aussi. Oui. Et pas seulement le cycle féminin, mais voilà, c'est des cycles et la vie d'entrepreneur, ça fonctionne aussi par cycle. Donc, c'est déjà important de bien se connaître et de voir comment on fonctionne et de voir comment on fonctionne dans l'activité pour pouvoir faire la différence. Si ça dure pas, si l'état de fatigue, de ras-le-bol ne dure pas et que c'est juste passager, ça va. Si c'est quelque chose qui commence à se prolonger un petit peu, qu'on prend plus trop de plaisir. D'accord. Moi, je dirais déjà, voilà, s'il n'y a plus de plaisir, c'est pas très bon signe, c'est qu'il y a un truc qui va pas et il faut revoir quelque chose. Mais on peut continuer de prendre du plaisir et approcher le burn-out. Ceci dit, un indicateur très fort, c'est quand même quand il n'y a plus du tout de plaisir, surtout quand on est entrepreneur. Hein. D'accord. On a choisi notre métier. Si on n'y prend plus de plaisir, si tout devient une contrainte, on commence à en avoir ras-le-bol des clients. On commence à se poser beaucoup de questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Qu'on sent une espèce de poids, c'est mauvais signe. Il y a des signes avant, probablement aussi quand on a l'impression de ne pas avoir de vie, mais que c'est quelque chose qu'on développe, parce que ça peut être aussi, je veux dire, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous une vie de famille ou une vie de couple, ou une vie sociale hyper développée et pas forcément le désir d'avoir une vie de famille, etc. Donc, en fonction de nos propres critères, si à un moment donné, on commence à se dire franchement, j'ai pas de vie, quoi, en fait. Et ça me pose un souci. Là, il y a peut-être quelque chose à flairer. Et ouais, c'est ça, parce que... Et si, aussi, si nos proches commencent à nous regarder d'un œil, genre, voilà, on te voit plus, tout le temps, ça peut valoir le coup de s'interroger. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est... mais ça peut valoir le coup de s'interroger et de se demander, parce que moi aussi, ce qui a fait que j'ai fait un burn-out, je pense, c'est que, alors, il faut savoir que j'ai monté mon activité, donc je suis parisienne à la base, mais
avec mon mari, on a quitté Paris pour s'installer à Bruxelles. Et au même moment, j'ai monté mon activité. Et à Bruxelles, je connaissais à peu près personne. Donc, tout d'un coup, je me retrouvais sans amis, sans mes amis proches. Il y a Skype, bien sûr. Ouais, Bon, c'est pas la même chose. Paris-Bruxelles, c'est pas loin, mais c'est pas donné le tennis quand même. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais quand même... j'avais du chômage, mais c'était tout, quoi. Donc, c'est quand même un sacré budget. Donc, j'allais pas à Paris tout le temps non plus. Et voilà, Skype, ça remplace jamais un gros hug et tout. Donc, je faisais quelque chose qui était très nouveau pour moi, qui était pas évident. Et petit à petit, en fait, j'ai été de moins en moins en contact avec des amis proches que je voyais pourtant régulièrement. Mais si j'avais eu plus souvent des contacts avec mes amis proches à cette période-là, elles auraient pu facilement m'alerter, D'accord. tu vois, sur la pente que j'étais en train de prendre. Et à partir du moment où tu commences à te couper de tes proches ou de tes amis et que voilà, tu les vois plus, c'est aussi un risque du coup de perdre le recul que t'apporte le regard de quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois, bon, ton coach ou ta coach, c'est bien, mais elle vit pas avec toi, tu vois, elle ne te voit pas tout le temps, tu vois, donc voilà. Et mon mari, je pense que c'était une période assez compliquée, assez difficile pour nous, à titre, pour un tas de raisons, le déménagement en fait. On a eu beaucoup de problèmes administratifs, c'était super chiant. Donc lui aussi, il avait des soucis. Donc en fait, il n'y avait personne pour avoir le recul sur la situation et dire attention, là quand même, tu files un mauvais coton. Je l'ai vu. Moi, je l'ai perçu à un moment donné, je me suis vue et je me suis dit, à un moment donné où j'ai passé, on était en Normandie chez mes beaux-parents et j'ai bossé tous les jours. J'étais en vacances, j'ai bossé tous les jours, certes dans le jardin et sous un parasol. J'ai bossé tous les jours et j'y prenais pas de plaisir. À un moment donné, je me souviens de m'être vue comme ça et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. C'est pas bon, mais en même temps, je voyais pas d'autre solution. Je me disais qu'il fallait bosser. J'avais des croyances idiotes qui me laissaient penser qu'il fallait absolument que je fasse toutes les choses stupides que j'étais en train de faire pour que ça fonctionne. Donc voilà. Et puis, je sais pas, 3 mois plus tard, c'était le burn-out. Ok. Bah, dernière question. Donc, du coup, dis-moi, toi qui a beaucoup de clientes, toi je suis sûre que tu fais aussi des formations, tu te formes, tu as un coach peut-être. Dis-moi, comment est-ce que tu fais pour mettre en pratique en fait ce que tu apprends tous les jours? C'est-à-dire, est-ce que quand tu fais une formation, tu mets tout de suite en pratique ou alors, bref, comment éviter la procrastination dans ces formations? Alors, première chose, je pense que pour tout ce qui est formation, alors je fais bien une distinction entre un accompagnement individuel, qui est une chose bien particulière, et une formation que tu vas suivre où tu es certes guidé, etc., mais où tu n'as pas forcément un accompagnant ou une accompagnante vraiment en direct avec toi. Quand même deux choses différentes, parce que dans un cas, tu es vraiment très autonome quand même. Quand je suis une formation, en fait, ce que je recommande, c'est de ne pas suivre plusieurs formations en même temps. D'accord. Et au maximum. Et de laisser de l'espace, justement, entre deux formations. Et je pense que c'est important. Alors, on n'est pas obligé de suivre tout le temps des formations aussi. Ah oui, bien sûr. C'est un truc important parce que des fois, surtout quand on débute, on se dit « Ah, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça. » Et on enchaîne les trucs parce qu'on pense qu'on manque d'un truc. Mais ça, c'est du manque de confiance en soi. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut probablement pour vous lancer et pour que ça fonctionne. Ok, donc accumulez pas. Évidemment, il y a des gens qui adorent apprendre et c'est très bien, mais vous dites pas que vous avez absolument besoin de ça. Clairement, vivre de votre activité, c'est pas forcément vrai. Ça dépend des cas, évidemment. Mais voilà, une chose à la fois, idéalement. Et donc, je pense que surtout au début, mais finalement tout au long de sa vie d'entrepreneur, c'est important de prévoir dans son emploi du temps un temps réservé à ces moments de formation, que ce soit sous un webinaire gratuit, regarder des vidéos sur YouTube ou voilà, peu importe ce que c'est, peu importe la forme que ça, même si c'est une formation par module et tout, c'est important d'intégrer ça à son emploi du temps parce qu'on a toujours besoin d'une façon ou d'une autre d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, prévoir dans son emploi du temps, sinon c'est comme prendre soin de soi, c'est comme voir ses amis. Si on n'est pas dans l'emploi du temps, ça ne va jamais se produire. C'est clair. On est dans l'emploi du temps, on prévoit du temps pour ça et c'est important. C'est du développement, c'est
pour se développer soi et développer son business, c'est super important. Et ouais, éviter de faire 12 000 formations en même temps parce que voilà, pour les formations, en plus, voilà, honnêtement, la majorité des gens ne vont pas au bout des formations qui suivent. Moi, la première, hein, ça m'est arrivé plein de fois de suivre des formations et de pas aller au bout, de pas finir le dernier module ou etc. Si c'est pas une formation diplômante ou certifiante, bien souvent, on va pas au bout. Parce qu'on, voilà, c'est comme ça, parce que la vie, tout simplement parce qu'on est chez nous ou à notre bureau et que c'est pas la même chose que d'être vraiment pris par la main ou d'être dans la vraie vie entre guillemets. Et voilà. Et encore une fois, et un accompagnement en individuel, c'est encore très différent parce qu'on rend des comptes directement à quelqu'un. Et quand on rend des comptes directement à quelqu'un, généralement on fait. C'est clair. On agit plus. Mais voilà, mais c'est important de laisser du temps. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis les choses. Tout le monde fonctionne pas de la même façon, mais bien souvent, c'est quand même important de laisser du temps pour s'imprégner vraiment des enseignements qu'on reçoit et les mettre en pratique. Ben, merci Joanne, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Je te remercie et je te souhaite une très bonne soirée. Merci, et toi aussi. Ciao. Bonjour Joanne. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout.